Le JT de VOTV, c'est tous les soirs à 19h30. Et après le journal, retrouvez notre partie magazine. Sport, culture, loisirs, invités. Toute l'actu du Val d'Oise en images, c'est dès 19h30 sur tous les bouquets ADSL. Vous pouvez également revoir le JT à la demande sur venews.fr et à écouter sur IDFM 98 FM à 7h30 et 8h30. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce journal. À la une de ce vendredi 24 octobre, un cas de gale et peut-être un deuxième détecté chez les policiers de Deuil-la-Barre. Le syndicat SGP Police met en cause la vétusté du commissariat. Les détails dans ce journal. 6 mois après les élections municipales, où en est-on à Cergy? Élu pour la première fois en tant que tête de liste, le maire socialiste Jean-Paul Jandon fait un premier bilan. Quelles sont ses priorités? Vous l'entendrez dans un instant. Et puis à la fin de ce journal, nous vous raconterons cette histoire étonnante. Comment un cimetière à Montmorency est devenu une terre sacrée polonaise. Ils sont plusieurs centaines à y être enterrés. Mais on commence par cette information à Deuil-la-Barre. Un cas de gale a été diagnostiqué au commissariat. Un deuxième policier présente des symptômes. Pour le syndicat SGP Police, pas de doute. Les policiers ont contracté cette maladie de la peau à cause de la vétusté de l'établissement. Il faut dire que le projet de construction d'un nouveau commissariat traîne depuis 2003, comme nous l'explique Julien Bortuzzo. Le commissariat de Deuil-la-Barre touché par la gale. Cette semaine, un policier a été infecté par cette maladie de la peau qui provoque des mangeaisons. Un deuxième cas présentant tous les symptômes a été placé en traitement préventif. Pour le secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police, pas de doute, il met clairement en cause l'état de vétusté du commissariat. On va dire que l'environnement dans lequel il travaille au niveau du commissariat de Deuil-la-Barre, à nos yeux, toutes les conditions sont réunies effectivement pour contracter ce genre de virus. C'est pas quelque chose de rare. C'est quelque chose où les policiers sont souvent confrontés. Et en général, quand vous faites une garde à vue ou vous ramenez un mise en cause, effectivement, il y a le médecin qui passe. Et à ce moment-là, le médecin rend son compte rendu en disant attention, le mise en cause a la gale ou pas la gale. Et à partir de ce moment-là, nous prenons les dispositions nécessaires. Là, effectivement, ça n'a pas été détecté. Ce n'est pas la première fois que le syndicat dénonce l'état de délabrement de ce commissariat. Il est d'ailleurs question d'en construire un nouveau depuis 2003. Ça fait depuis plus de 10 ans qu'aujourd'hui mes collègues sont dans des cabanes de chantier en attendant la construction du nouveau commissariat. Donc aujourd'hui on se retrouve dans des conditions qui sont complètement déplorables. Il y a plusieurs problématiques, serait-ce que le stationnement, serait-ce qu'un portail qui ne ferme pas, une porte qui ne ferme plus ou qui ne s'ouvre plus, un escalier qui peut tomber, des fenêtres à l'étage qui ne s'ouvrent plus parce que la bâtisse s'est légèrement affaissée. Ces locaux-là donnent une très mauvaise image de la police. À l'annonce de la contagion, la maire de la ville, Muriel Scollan, avait fait savoir sur les réseaux sociaux son ras-le-bol de cette situation qui perdure. Interrogée par VOTV, Muriel Scollan s'est déclarée déterminée à accélérer la construction du nouveau commissariat. La municipalité a déjà acquis les terrains nécessaires. Seul obstacle, le budget, 8 millions d'euros sont à trouver. Un mot de justice pour vous dire que l'homme poursuivi entre autres pour avoir participé à l'incendie de l'épicerie cachère lors des émeutes à Sarcelles en juillet dernier a été condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise à 4 ans de prison ferme, une peine beaucoup plus lourde que celle demandée par la procureure. L'homme de 27 ans comparaissait aussi pour avoir caillassé un véhicule de police et participé au pillage d'un magasin de télévision. Justice encore, il n'y aura pas de fouilles au cimetière de Sannois. Nous vous en parlions hier de la bataille qui oppose la municipalité à l'association des victimes de l'effondrement du cimetière survenu, je vous le rappelle, en avril dernier. Une douzaine de sépultures étaient tombées à environ 35 mètres de profondeur. Le tribunal administratif vient de rejeter le recours des familles qui souhaitaient bloquer les travaux de consolidation en cours. Les familles qui ont d'ores et déjà annoncé qu'elles ne feraient pas appel. Politique à présent et à la tête de la ville depuis 2013 après le départ de Dominique Lefebvre, Jean-Paul Jandon a été élu en mars dernier avec plus de 51% des voix. 6 mois après, le maire socialiste fait un premier bilan. Éducation et développement économique sont des priorités. Florian Philippe l'a rencontré. Le 30 mars dernier, Jean-Paul Jandon était élu pour la première fois maire de Cergy en tant que tête de liste.
6 mois plus tard, le socialiste fait un premier bilan. Son élection par les Cergissois lui a procuré plus de légitimité. La différence importante, c'est être un maire élu par la population et être un maire élu par un conseil municipal sans passer par finalement le vote des Cergissois. Ça, c'est une vraie différence. Il y a une reconnaissance beaucoup plus forte du maire élu par suffrage direct par ses concitoyens. Parmi ses projets, le maire socialiste a une priorité, l'éducation. La ville y a consacré 21% de son budget en 2014. Cergy compte 8000 écoliers répartis dans 18 groupes scolaires. On met le paquet sur les rythmes scolaires, on va développer toute une tas d'activités autour de la musique, de la danse, du numérique. Je pense que c'est important de faire qu'on ait des enfants qui puissent réellement avoir les conditions de développer leur projet derrière. Un projet qui peut être un projet culturel, un projet sportif, un projet économique, mais qu'ils aient des projets. Je pense que c'est ça qui fait la France de demain et qui fait bien sûr le Cergy de demain. Parmi les autres projets, le développement économique et commercial. La ville a enregistré l'arrivée des groupes Siliqueur et ABB, tandis que Spire restera à Saint-Christophe. Le maire espère que les discussions autour de la requalification du centre commercial des Trois Fontaines aboutiront à la fin de l'année. Enfin, la plaine des Linandes va continuer d'être aménagée. Dès novembre, les travaux de l'Arena Ice débuteront pour une livraison en 2017. Pour le leader de l'opposition, Thierry Sibiud, ces 6 premiers mois ne sont pas convaincants. La seule chose qui change, c'est le discours. Le maire de Cergy semble avoir découvert hier que le problème majeur de Cergy, c'était l'éducation. Bon, bonne nouvelle, mais quand on voit la façon dont, par exemple, la réforme des rythmes scolaires est mise en œuvre, les priorités budgétaires, les budgets accordés aux écoles, on comprend qu'il s'agit simplement de mots. Il dit également qu'il faut renforcer l'attractivité du territoire. Je ne peux être que d'accord, c'était mon slogan et ça a été le discours permanent que j'ai porté et que je continue de porter. Mais là encore, aucune action concrète, parce que la seule action concrète, le seul projet important, c'est Confluence. Cergy devra composer avec une baisse des dotations de l'État. La ville va perdre 1 million d'euros par an d'ici 2017. Pas d'augmentation des impôts locaux en 2015, mais le budget d'investissement devrait s'en ressentir, moins 35% selon les premières estimations de la mairie. Et pour finir, direction Montmorency à la découverte d'un cimetière pas comme les autres, celui des Champeaux. Depuis le 19e siècle, politiciens, artistes, militaires ou encore résistants, ils sont plusieurs centaines de Polonais à avoir choisi d'être enterrés ici, loin de leur Pologne natale. Encore aujourd'hui, ce cimetière est considéré comme une terre sacrée pour de nombreux Polonais. Une étonnante histoire que nous raconte Philippe Pémal. Des tombes aux accents polonais, il y en a plusieurs centaines dans ce cimetière de Montmorency. Cette histoire commence en 1830. À cette époque, la Pologne n'existe plus et après l'échec de l'insurrection contre l'occupant russe, de nombreux Polonais prennent la route de l'exil. Beaucoup d'entre eux s'installent à Paris. Les deux plus connus, le général Kniazewicz et l'écrivain Niemcewicz, découvrent Montmorency et tombent sous le charme de la ville de Jean-Jacques Rousseau. Ils demanderont à y être inhumés et seront les premiers d'une longue liste. Nous nous trouvons au cimetière des Champeaux, où il y a plus de 270 personnalités polonaises qui sont inhumées, et ce depuis 1841, et l'enterrement de Niemcewicz ici à Montmorency. Le cimetière des Champeaux est une terre sacrée qui détient la valeur de polonité. La polonité, c'est en fait la défense de la tradition, de la culture de la nation polonaise, à un moment de l'histoire où elle n'existait plus, soit de 1797 à 1918. Elle n'existait plus physiquement. Cette terre du cimetière des Champeaux est un bout de la Pologne et concentre les valeurs patriotiques polonaises. Donc il y a celle-ci d'un général très important pendant la Seconde Guerre mondiale. Souvent appelé le panthéon de l'immigration polonaise, le cimetière des Champeaux de Montmorency est le plus grand cimetière polonais de France. Terre sacrée et lieu de mémoire, il est le symbole de la résistance polonaise contre toutes les formes d'oppression. Ce mur du souvenir avec ses plaques est là pour commémorer justement tous les Polonais qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale dans des réseaux de résistance ou dans les forces armées libres contre les nazis, dont notamment le groupe de résistance Paun, très connu des Polonais. La présence polonaise à Montmorency ne s'arrête pas au cimetière.
On la retrouve dans la collégiale Saint-Martin. L'église abrite plusieurs souvenirs de la colonie polonaise. Le plus imposant est ce monument funéraire. On se trouve devant un cénotaphe des personnages Kniazewicz et Niemcewicz. Ces personnages sont des aristocrates et des hommes d'État polonais qui ont dû migrer en 1830 à la suite de la révolution avortée contre l'occupant russe. Et pour célébrer leur engagement pour la culture polonaise et l'État polonais, la communauté polonaise en exil a décidé de créer ces deux cénotaphes pour célébrer ces deux personnages. Un cénotaphe, qu'est-ce que c'est? C'est un monument funéraire dans lequel il n'y a aucun reste des personnalités qui sont représentées. Pour mieux comprendre la vie de ces exilés polonais et leur emplacement dans le cimetière des Champeaux, l'Office de tourisme a créé une carte interactive. L'idée, c'est un plan du cimetière interactif sur lequel on peut sélectionner les tombes et avoir la biographie des personnalités qui sont inhumées. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça marche également sur smartphone et sur tablette. Comme ça, on peut se rendre directement sur le lieu et faire sa propre visite libre du cimetière. Pour ceux qui préfèrent le contact humain, des visites guidées classiques sont proposées toute l'année. C'est la fin de ce journal. Avant de vous quitter, je vous en rappelle la principale information. Un cas de gale et peut-être un deuxième détecté au commissariat de Deuil-la-Barre. Le syndicat SGP Police met en cause la vétusté de l'établissement, un état régulièrement dénoncé par les syndicats et la mairie. Un nouveau commissariat est en projet, mais il traîne depuis 2003. Merci de votre fidélité. L'information continue sur vonews.fr. Je vous souhaite un excellent week-end. À suivre tout de suite la partie magazine du journal. Le geste est rapide, sûr et précis. Depuis plus de 30 ans, Pascal Arlot travaille le bois. Sculpteur, restaurateur et tourneur, cet artisan d'art donne vie à la matière. En fait, je fais le creux qui est là au-dessus, qui est juste au-dessus du front en fait. Le front du visage. C'est une encoignure en tilleul qui date de l'époque de Louis XIV. Donc je m'inspire de cette photo pour réaliser cette pièce-là. On arrive à en vivre, mais si on souhaite gagner de l'argent, faire fortune avec, c'est pas dans ce métier-là qu'il faut aller, quoi. Mais on travaille avec passion. La passion qui unit le bois et Pascal Arlot commence il y a bien longtemps. À 15 ans, Pascal quitte l'école et démarre son apprentissage d'artisan. Élève doué, il se met à son compte à 21 ans et monte sur Paris. Quelques années plus tard, il tente le concours de meilleur ouvrier de France et le réussit avec cette sculpture. Cette statue m'a demandé 300 heures pour le bois, mais avant de la réaliser en bois, j'ai dû la faire en modelage. Et j'ai fait donc un modelage à l'échelle 1 qui m'a pris 95 heures. Ça, c'est une seule pièce, oui. C'est une poutre, une seule poutre. Donc on voit, c'est un petit peu gercé parce qu'elle est très ancienne. C'est une ancienne poutre, mais c'est un seul morceau de bois. Il y avait encore des traces de clous dans la poutre que j'ai pas pu enlever avec la sculpture, mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie de cette statue-là. Avec le temps et la crise, le travail de Pascal Arlot évolue. Moins de meubles sculptés, mais plus d'objets contemporains en collaboration avec des designers. Pour réaliser ses commandes, il combine deux techniques, la sculpture et le tournage, comme pour ce ballon de rugby. C'est un calibre donc, qui va me servir à réaliser le tournage du ballon de rugby qui se trouve là. Après quelques réglages très précis, un guide suit le calibre et commande la lame qui coupe le bois aux dimensions voulues. Une fois poncée, la pièce est finie à la main. Ce qui est très intéressant, c'est de voir la satisfaction du client, bien sûr. De voir quand le client vous dit je suis content que ce soit toi qui fasses le travail parce que ce que tu fais a une âme en fait. J'ai eu l'occasion de faire des projets comme ça, de faire une proposition de projet et ce client a eu plusieurs propositions et il a choisi la mienne parce qu'il m'a dit ce que tu as réalisé avait une âme. Voilà. Donc ça fait plaisir.
Donner une âme aux objets qu'il crée, c'est la fierté de Pascal Arlot. Installé dans des nouveaux locaux à Hennery, près de Pontoise, il continue à vivre son rêve d'enfant, l'envie d'exercer un métier rare qui allie la tradition et la recherche de la perfection.